L'esprit humain, la conscience, représente encore aujourd'hui un mystère insondable. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de la façon dont la conscience semble survivre à la mort. Nous avons cité des témoignages, des études et des expériences. Mais malgré cela, certains rejettent la question en affirmant que, dans le meilleur des cas, il s'agirait de pseudo-sciences et dans le pire, de délires de fous en quête de visibilité ou d'un moyen de tirer profit aux dépens des autres. Aujourd'hui, nous allons à nouveau aborder ce sujet, mais cette fois sous un angle différent, et nous sommes certains, vu la quantité de documentation que nous allons vous présenter, que cela ne vous laissera pas indifférent. Contrairement à ceux qui pensent que le thème de la conscience et ses mystères insondables relèvent de la pseudo-science, les gouvernements les plus influents du monde ont financé pendant de nombreuses années de multiples recherches qui ont donné lieu à des milliers d'expériences. Le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute le projet Stargate. Certains d'entre vous le connaissent probablement, ont peut-être lu quelques articles ou vu quelques vidéos sur Internet. Et ils auront appris par conséquent qu'il s'agissait d'expériences menées à une période historique précise où les tensions internationales, la peur de l'ennemi et la course à la suprématie militaire et géopolitique ont permis d'élargir les frontières de la recherche scientifique. Et cela a donné la possibilité à plusieurs scientifiques de proposer des expériences considérées comme bizarres par la science occidentale, officielle, qui visaient à explorer les aspects les plus mystérieux et controversés de l'esprit humain. Si vous pensez cela, il est probable que vous ayez entendu parler de cette série d'expériences révolutionnaires et extraordinaires par des sources tierces, qui n'ont pas approfondi le sujet. Mais si vous faites confiance à notre travail et que vous suivez avec nous le récit de cette histoire incroyable, soyez sûr que votre perception de ce qu'est réellement l'esprit humain et de ce que ces expériences ont signifié changera complètement. Bien, avant de poursuivre le récit, comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et soutenir notre travail. Le projet Stargate était une opération top secrète menée par les services de renseignement américains. En réalité, il ne s'agissait pas d'un seul projet, mais d'une série de projets qui, au fil des années, ont changé de nom et qui sont connus sous les noms de Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, Dragoon Absorb, Sunstreak et enfin Stargate. Ces programmes de recherche ont commencé en 1972 et se sont terminés en 1995 avec le projet Stargate. L'objectif principal était d'enquêter sur la parapsychologie, c'est-à-dire les capacités psychiques et les phénomènes paranormaux associés. Des phénomènes tels que la psychokinésie, c'est-à-dire la capacité d'influencer le monde physique par la seule force de l'esprit, ou la vision à distance, c'est-à-dire la capacité d'observer et d'acquérir des informations sur des lieux ou des événements inaccessibles situés n'importe où sur Terre. Comme nous le verrons plus tard, on ira bien au-delà des attentes, et non seulement les résultats des expériences seront bouleversants, mais ils révolutionneront tout ce que nous pensons savoir sur notre conscience et sur son origine. Mais maintenant, faisons un pas en arrière, et essayons de comprendre comment cette incroyable histoire a commencé. Nous sommes au tout début des années 70. Le monde est divisé en deux blocs. Le bloc occidental, dirigé par les États-Unis, et l'Union soviétique. À chaque événement ou affrontement entre les deux puissances, le monde entier tremble. La peur est que, d'un moment à l'autre, un conflit nucléaire apocalyptique mondial puisse éclater. Les années 70 suivent de près la révolution culturelle qui avait mis en avant des thèmes et des revendications qui, jusqu'alors, n'avaient jamais été pris en considération. Les luttes pour les droits civils et les libertés individuelles embrasent les places du monde entier. Mais pas seulement. Parmi ceux-ci s'insinue la pensée New Age, qui est un ensemble hétérogène de croyances, de pratiques spirituelles et philosophiques, combinant des éléments de spiritualité orientale, d'ésotérisme occidental, d'écologie, de psychologie humaniste et de mysticisme. À une époque où la paranoïa concernant les actions de l'ennemi est à son comble, les rapports des services de renseignement américains indiquent que les soviétiques mènent des études rigoureuses, financées par le gouvernement, sur les phénomènes psychiques, et ce, au moins depuis 1920. Les rapports de la CIA confirment également que les soviétiques réalisent des progrès rapides dans ce domaine, ce qui est corroboré par l'augmentation considérable des financements, qui ont plus que quadruplé ces dernières années. C'est donc dans ce contexte historique que les États-Unis ont commencé à considérer sérieusement la parapsychologie comme une ressource potentielle pour la collecte d'informations et pour les opérations militaires.
À ce stade, il est important de souligner que tout ce qui suivra est le résultat de l'étude d'une partie de la documentation produite par les services de renseignement des États-Unis et qui n'a été déclassifiée que ces dernières années. Les références sont disponibles dans la description pour approfondir le sujet. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. À l'origine du projet Stargate, il y a deux scientifiques renommés, Harold Puthoff et Russell Targ. Harold Puthoff, diplômé de l'université de Stanford avec un doctorat en ingénierie électrique, était renommé pour ses avancées dans le domaine de l'électronique quantique et de l'énergie du point zéro. Russell Targ fut un pionnier des recherches sur les lasers dans les années 60. Les deux scientifiques partageaient un intérêt pour des sujets liés à l'occulte et à la parapsychologie. Le Stanford Research Institute était depuis longtemps impliqué dans des projets financés par le gouvernement, souvent top secret, mais jamais dans le domaine de la parapsychologie. Du moins jusqu'à ce que certains événements inattendus attirent l'attention de la CIA sur les expériences du groupe de recherche. Comme le raconte Puthoff, tout a commencé en 1972. Au début de 1972, j'ai été impliqué dans la recherche sur le laser à l'Stanford Research Institute. À cette époque, il y avait aussi une proposition pour obtenir un petit financement pour certaines recherches dans le domaine de la biologie quantique. Dans cette proposition, j'avais soulevé la question de savoir si la théorie physique telle que nous la connaissions était capable de décrire les processus vitaux, et j'avais suggéré quelques mesures impliquant des plantes et des organismes inférieurs. Cette proposition a largement circulé, et une copie a été envoyée à Clive Baxter de New York, qui était impliqué dans la mesure de l'activité électrique des plantes avec des équipements polygraphiques standards. L'artiste new-yorkais Ingo Swann a vu par hasard ma proposition lors d'une visite au laboratoire de Baxter. Et il m'a écrit en me suggérant que si j'étais intéressé par l'exploration de la frontière entre la physique de l'animé et de l'inanimé, je devrais envisager des expériences de type parapsychologique. Swann a ensuite continué en décrivant certaines expériences apparemment réussies de psychokinésie auxquelles il avait participé dans le laboratoire de la professeure Gertrude Schmeidler au City College de New York. À la suite de cette correspondance, je l'ai invité à visiter mon laboratoire pendant une semaine, en juin 1972, pour démontrer de tels effets. Franchement, c'était plus par curiosité scientifique personnelle qu'autre chose. C'est précisément à ce moment de l'histoire que l'entrée d'Ingo Swann change tout. Swann est un artiste new-yorkais, mais aussi un médium. Un personnage que l'on peut qualifier de sui generis, mais qui, comme nous le verrons, sera fondamental pour l'avancement du projet qui mènera à l'implication de la CIA. Pour tester les réelles capacités paranormales de Swann, Puthoff s'est assuré d'avoir accès au magnétomètre, qui se trouvait au département de physique de l'université de Stanford. Le magnétomètre est un dispositif qui mesure la force d'un champ magnétique. Swann aurait eu pour tâche de manipuler le champ magnétique autour de celui-ci. En pratique, c'est un instrument idéal pour tester ceux qui prétendent produire des effets physiques par la seule force de l'esprit. C'est précisément cet instrument qui a servi lors de la visite de Swann à Puthoff à Stanford. Voici les mots de Puthoff qui décrivent ce qui s'est passé. Lorsque Swann portait son attention sur la partie interne du magnétomètre, le signal de sortie était visiblement perturbé,
indiquant un changement dans le champ magnétique interne. De nombreuses autres corrélations ont été observées entre ces efforts mentaux et les variations du signal. Ces variations n'ont jamais été observées avant ou après la visite. Le fait que Swann ait été capable de modifier le champ magnétique a stupé tous ceux qui ont assisté à l'expérience. Mais ce qui laissa tout le monde réellement sans voix, ce fut lorsque Swann, grâce à ce qui sera plus tard appelé la vision à distance, réussit à dessiner sur une feuille de papier tous les dispositifs internes qui composaient la machine. Cet exploit-là m'a peut-être impressionné encore plus que le précédent. Cette expérience, qui avait laissé sans voix tous ceux qui y avaient assisté, ne sera publiée que 3 ans après sa réalisation. Mais le Dr Puthoff fit tout de même circuler un brouillon parmi ses collègues, et quelqu'un, on ne sait pas vraiment qui, envoya secrètement une copie aux autorités. Peu de temps après, impressionnés par les résultats de l'expérience, les autorités contactèrent Puthoff et commencèrent toute une série de tests pour évaluer les réelles capacités de Swann. Ils m'ont dit que la communauté du renseignement était de plus en plus préoccupée par le niveau d'engagement dans la parapsychologie soviétique, financée par les services de sécurité soviétiques. Selon les normes scientifiques occidentales, le domaine était considéré comme une absurdité par la plupart des scientifiques actifs. En conséquence, ils cherchaient un laboratoire de recherche en dehors du monde académique, capable de mener une enquête discrète et confidentielle, menée à bas bruit, et notre laboratoire semblait parfaitement répondre à ce besoin. Ce que nous apprenons des paroles de Puthoff, c'est que la CIA était fortement intéressée par le sujet, mais avant de financer le projet, elle voulait avoir des éléments concrets, et pour cela, elle a envoyé plusieurs agents au centre de recherche de Stanford. Progressivement, on est passé de la vision à distance de symboles ou d'objets enfermés dans des enveloppes ou des boîtes, à la vision à distance de lieux situés dans la baie voisine de San Francisco. C'est ce qui est écrit dans le rapport final de la 2e année du programme. Dans des conditions de laboratoire contrôlées, des descriptions de cibles d'une qualité suffisamment élevée ont été générées pour permettre à des juges indépendants d'associer à l'aveugle les descriptions aux cibles. Le but des expériences était de définir de manière univoque la possibilité de former des agents à effectuer des visions à distance par l'esprit. Créer donc une méthode qui permettrait de former une équipe d'agents capables d'opérer uniquement avec les potentialités de l'esprit humain. Ce qui a renforcé la validité de ces résultats, c'est la découverte qu'un nombre croissant d'individus pouvaient démontrer une vision à distance de haute qualité, souvent à leur propre surprise. Les nouveaux agents étaient sélectionnés à travers un processus rigoureux. Au départ, on choisissait des militaires ayant une stabilité émotionnelle et un potentiel psychique. Ils étaient soumis à des tests préliminaires pour évaluer leur capacité extrasensorielle. Et les candidats prometteurs recevaient une formation théorique sur les principes de la vision à distance. Les agents s'entraînaient progressivement à des exercices de vision à distance, du simple au complexe. Ils participaient à des missions simulées et, une fois prêts, à des opérations de renseignement réelles. À ce stade, il est légitime de se demander comment fonctionnait la vision à distance. Comment les agents pouvaient-ils obtenir des informations sur des choses qu'ils ne pouvaient ni voir ni connaître? Si la manière d'arriver à visualiser des lieux et des objets avait donné lieu à de véritables protocoles d'entraînement, expliquer pourquoi on était capable d'obtenir de tels résultats est cependant plus complexe. Pour comprendre ce phénomène, il faut introduire un nouvel élément, les mathématiques. La matrice est un concept clé qui représente le réservoir universel d'informations ou le champ à partir duquel les praticiens de la vision à distance tirent leur perception. Ce terme a été utilisé pour décrire une sorte de banque de données psychiques universelle qui contient toutes les informations sur n'importe quel événement, lieu, objet ou personne, indépendamment du temps ou de l'espace. En résumé, les agents se contentaient de se connecter à cette source d'information universelle. Une fois connectés, tout leur serait accessible. Dès que nous aurons expliqué ce que ces agents étaient capables de faire, nous reviendrons sur ce sujet, afin de mieux comprendre pourquoi tout cela ouvre à des scénarios inédits et révolutionnaires. Ce qui intéressait réellement les services de renseignement américains était quelque chose de beaucoup plus matériel et moins existentiel. L'objectif principal du programme était de recueillir des informations dans des endroits où l'accès leur était interdit. En somme, d'espionner les mouvements de l'ennemi. Swann, pour amener la technique de la vision à distance au maximum de son potentiel,
proposa une série d'expériences dont l'objectif à visualiser par les agents était désigné à l'aide de simples coordonnées géographiques. Cette technique prit le nom de balayage par coordonnées. En substance, à l'agent désigné étaient communiquées les coordonnées d'un lieu qu'il ne connaissait pas, et à partir de celles-ci seulement, il devait visualiser et décrire l'endroit. L'idée qu'il soit possible pour un agent en vision à distance de visualiser un lieu en n'ayant comme information que les coordonnées semblait d'abord impossible. Mais les expériences qui suivirent furent impressionnantes. En juillet 1974, l'agent Pat Price, l'un des agents les plus doués parmi ceux qui avaient été sélectionnés, fut choisi pour la première mission opérationnelle de vision à distance de la CIA. Il devait confirmer les détails d'un laboratoire nucléaire soviétique, dont on ne possédait que des photographies prises par un satellite espion américain. Voici les paroles du responsable du projet, le docteur Kenneth Kress. L'objectif était le centre de recherche et de développement non identifié de Semipalatinsk. La collecte expérimentale devait utiliser notre meilleur sujet. Selon l'expérience, Price produisait des données erronées comme des données correctes. J'ai revu les photos du site et j'ai choisi 2 caractéristiques qui, si Price les avait décrites, auraient prouvé que le canal fonctionnait au moins partiellement. Ces caractéristiques étaient une très grande grue et les 4 structures qui ressemblaient à des tours de puits de pétrole. Au départ, Price n'a reçu que les coordonnées géographiques et une carte de l'Atlas mondial avec la position approximative du site, et on lui a dit qu'il s'agissait d'un site d'essai soviétique. Price réussit à produire un dessin représentant une grue qu'il qualifia de sacrément grande. Parce qu'il avait vu une personne passer près de ses roues. Il réussit à produire des descriptions étonnantes des bâtiments en construction et des sections sphériques du réservoir, mais il ne fit aucune mention des 4 structures qui ressemblaient à des derricks pétroliers. Je suis allongé sur le dos sur le toit d'un bâtiment en briques de 2 ou 3 étages. C'est une journée ensoleillée, et le soleil procure une sensation agréable. La chose la plus surprenante, c'est qu'il y a une gigantesque grue portique qui se déplace d'avant en arrière au-dessus de ma tête. En me levant et regardant en bas, on dirait qu'il y a un rail de chaque côté du bâtiment. Je n'ai jamais rien vu de tel. La mission de Price a duré plusieurs jours et il a réussi à dessiner une série d'éléments qui ont été confirmés par les photos prises par le satellite espion. Price a décrit de nombreuses structures confirmées par les photos satellites, mais il a aussi commis plusieurs erreurs. Les erreurs étaient une constante des visions à distance. En effet, d'une part, les agents étaient capables de décrire des choses qu'il était impossible de connaître, mais d'autre part, il y avait aussi beaucoup de descriptions erronées. Ce sont précisément ces erreurs qui sont évoquées par ceux qui soutiennent que le projet Stargate fut en réalité un échec. Ceux qui l'affirment ignorent volontairement de nombreuses données objectives. Pour mieux expliquer la question, nous allons en parler maintenant. Et nous le ferons en prenant comme exemple l'expérience réalisée à l'été 1973 par la CIA, qui a eu pour protagonistes 2 agents, dont Pat Price. L'expérience a commencé par la transmission aux scientifiques de Stanford des coordonnées géographiques d'une propriété de vacances, qu'ils ont ensuite transmises aux 2 agents. Les cartes étaient interdites et les agents devaient répondre immédiatement en visualisant le site uniquement grâce aux coordonnées. Les 2 agents ont affirmé avoir vu une structure militaire, donc la description du site était très différente de ce qu'ils auraient réellement dû voir. Mais le fait que les 2 agents aient rapporté des détails très similaires poussa les hommes de la CIA à se rendre sur place pour vérifier. Qu'à peu de distance de la cible se trouvait une installation gouvernementale. Cette découverte poussa les hommes de la CIA à demander à Price de fournir des informations concernant le fonctionnement interne de ce site particulier. Price, bien qu'il n'ait aucune expérience militaire, réussit à fournir une liste de tous les projets associés aux activités menées à l'intérieur de la structure. Il réussit même à produire les titres de plusieurs projets classifiés contenus dans un classeur souterrain fermé à clé. Des détails comme le nom de code exact de la structure gouvernementale secrète, qu'en théorie, il n'aurait jamais dû savoir qu'elle existait. Les données révélées par Price furent si bouleversantes qu'elles entraînèrent une enquête de sécurité sérieuse pour découvrir comment ces informations avaient fuité. Mais le résultat fut non concluant. Il n'y avait aucun moyen concevable pour que Price et les scientifiques du projet aient pu obtenir l'un quelconque de ces détails. Dans cette expérience, Price avait réussi à reproduire des plans classifiés,
et avait décrit avec précision des documents qui étaient protégés dans les sous-sols de l'installation. Mais en même temps, il avait fourni de nombreuses descriptions erronées. Comment tout cela était-il possible? Comment avait-il pu identifier avec une extrême précision un nom écrit sur un document classifié et gardé sous clé, puis commettre de nombreuses autres erreurs de description? La conclusion à laquelle sont arrivés les scientifiques de Stanford fut la suivante. Nous devons imaginer le processus de vision à distance comme lorsque nous essayons de nous caler sur une station de radio ou sur une chaîne de télévision. Le signal peut être perturbé par un bruit de fond qui brouille les images ou les sons. Et malheureusement, cela fait qu'il n'est pas possible de distinguer les bonnes informations des mauvaises. Si cette expérience avait montré certaines limites de la vision à distance, la CIA, et par la suite le commandement de la sécurité de l'armée américaine, reconnurent le potentiel. Et cela a conduit à la création d'une véritable armée de soldats psychiques, qui a lancé les opérations de vision à distance sous la direction des services de renseignement américains. Parmi les soldats psychiques, outre ceux déjà cités, le plus doué, ou du moins celui dont nous avons trace dans les documents, est Joseph McMoneagle, appelé Remote Viewer 001. Joseph McMoneagle a obtenu ce surnom parce qu'il a été le premier praticien de la vision à distance à travailler directement pour le Pentagone, et selon 2 documents déclassifiés de la CIA, il a travaillé sur le projet de 1979 à 1984. Pendant ces 5 années de vision à distance à Fort Meade, Joe McMoneagle affirme avoir participé à environ 450 missions. Parmi celles-ci, il a localisé des otages en Iran, il a contribué à la libération d'otages en Italie, il a mené des activités d'espionnage sur un laboratoire nucléaire chinois, il a observé le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, et il a localisé un bombardier soviétique abattu qui transportait des matériaux nucléaires. Il a également observé la construction, auparavant inconnue, du plus grand sous-marin du monde, appelé plus tard Typhoon. Et il a prédit avec précision que les soviétiques le transporteraient de l'entrepôt à la haute mer 4 mois plus tard, à la mi-janvier 1980. Le fait que McMoneagle ait apporté une contribution importante aux missions auxquelles il a été appelé à collaborer est facilement déductible du fait que l'armée des États-Unis, après son retrait du projet Stargate, lui a décerné l'une de ses plus hautes distinctions, la Légion du Mérite. Mais McMoneagle était cependant différent des autres agents. Il montrait qu'il possédait une qualité supplémentaire, une qualité que l'on peut appeler la précognition. Il pouvait donc prévoir des événements à venir dans un proche avenir. Justement pour tester ses capacités, en 1970, Al Puthoff lui confia une mission particulière, qui sortait des missions classiques du renseignement. Cette année-là, on prévoyait que Skylab, la première station spatiale américaine lancée par la NASA en 1973 en raison de certains problèmes techniques, perdrait son orbite stationnaire et retomberait sur Terre. Mais on ne connaissait ni le moment exact où cela se produirait, ni l'endroit où elle tomberait. Puthoff, pour mettre à l'épreuve les capacités de McMoneagle, lui demanda de prédire avec précision quand la station spatiale tomberait sur Terre et où aurait lieu l'impact. Après avoir travaillé sur le problème à mon bureau pendant quelques jours, j'ai décidé que la question était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Ce n'était pas une réponse simple, comme ici et quand, mais finalement, j'ai produit une carte que j'ai donnée à Scotty et que j'ai également envoyée à Al Puthoff. J'avais choisi un endroit en Australie, à environ 2/3 du chemin vers l'ouest, depuis la côte la plus orientale, et à environ 1/3 du chemin depuis la côte méridionale. J'ai dessiné une zone en forme de poire, avec l'extrémité la plus étroite vers l'ouest et l'extrémité la plus large vers l'est, et j'ai assombri l'extrémité la plus étroite. Et j'ai dit que c'était le point où les principaux morceaux de la station allaient s'écraser, tandis que la plus grande extrémité représentait le champ de débris qui se disperserait sur une zone d'environ 1500 miles de long et environ 60 miles de large. C'était à la fin de 1978. J'avais prévu que la rentrée atmosphérique aurait lieu autour du 5 juillet 1979. Non, le Skylab est rentré dans l'atmosphère terrestre le 11 juillet 1979. J'ai raté la zone d'impact principale d'environ 60 km, car la zone que j'avais sélectionnée était un peu plus au nord. De plus, je me suis trompé de 6 jours sur la date de rentrée. Les résultats de cette expérience furent bouleversants. Mais ce ne fut pas la seule expérience qui dépassait le cadre strictement militaire à être confiée aux agents travaillant pour le projet Stargate.
Comme nous l'avons dit précédemment, la CIA a soumis ses agents à des tests pour comprendre leur capacité de vision à distance. Et lors de l'un de ces tests, en 1973, on confia à l'agent Ingo Swann une tâche très particulière: visualiser et décrire la planète Jupiter. Une planète qui, à l'époque, n'avait pas encore été visitée par des sondes spatiales capables de fournir des images détaillées. Au cours de la session de vision à distance, Swann s'est concentré sur Jupiter et a commencé à décrire ses perceptions. Parmi ses observations, il a mentionné la présence d'anneaux autour de la planète, un détail qui à l'époque n'était pas connu de la communauté scientifique. En 1979, 6 ans après l'expérience, la sonde Pioneer de la NASA a transmis certaines images de Jupiter qui démontraient l'existence d'un système d'anneaux ténus autour de la planète. Cette fois encore, les résultats du test ont laissé tout le monde bouche bée. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. En 1984, à l'agent McMonigle, on a fourni les coordonnées géographiques de la planète Mars et on lui a demandé de décrire ce qu'il voyait. Évidemment, comme pour toute expérience de vision à distance, McMonigle ne savait pas quel endroit indiquait les coordonnées. Et il a commencé à décrire une civilisation ancienne. Il a décrit de grandes structures semblables à des pyramides, des tunnels souterrains, et une forte activité énergétique qui, dans un passé lointain, appartenait à une civilisation très ancienne, qui aurait subi une terrible catastrophe, et qui aurait forcé certains de ses membres à chercher refuge dans d'autres parties du système solaire. Une expérience similaire a également été réalisée avec les agents Ingo Swann et Pat Price. On a demandé à tous les deux de visualiser la Lune et de la décrire. Tous deux, étonnamment, ont décrit la présence de structures artificielles et d'activités mystérieuses à la surface de la Lune, y compris des bases souterraines et des opérations qui ne semblaient appartenir à aucune nation connue sur Terre. Ceux que nous avons mentionnés ne sont que 2 exemples qui montrent que, même si le projet Stargate a été financé à des fins purement militaires, les résultats obtenus ont également eu un impact sur d'autres domaines et ont soulevé des questions inattendues. La question principale est de savoir à quoi correspondait la matrice à laquelle les agents disaient se connecter. Un lieu, si l'on peut l'appeler ainsi, où il est possible de tout comprendre. Et qui permettrait non seulement d'observer des sites inaccessibles, situés à des milliers de kilomètres, à travers le temps, parfois consciemment comme nous l'avons vu avec le Skylab, d'autres fois de manière inconsciente, comme cela s'est produit lors de la célèbre expérience des piscines. Lors de l'expérience des piscines, plusieurs agents ont reçu les coordonnées d'une structure où se trouvaient 2 grands bassins. Les agents ont décrit et dessiné de façon très précise les 2 bassins, mais ils ont également ajouté une description très détaillée d'un système de purification qui, cependant, n'était pas présent sur le site. Au début, on pensa à une erreur, mais par la suite, on découvrit qu'autrefois, le site avait effectivement abrité un système de purification de l'eau, et que celui-ci avait été démantelé de nombreuses années avant la session de vision à distance. Le système de purification correspondait parfaitement à ce que les agents avaient dessiné durant l'expérience. Comment les agents avaient-ils pu voir quelque chose qui n'existait plus? La réponse réside dans le concept même de matrice, un lieu où il est possible d'acquérir la connaissance de toute chose, de toute époque. Évidemment, tout cela a d'énormes implications. En effet, s'il existe un tel lieu où il est possible d'acquérir des informations sur tout, passé, présent et futur, il est inévitable de se demander si tout est déjà écrit et accompli. Il est également inévitable de se demander non seulement ce qu'est cette matrice, mais aussi ce qu'est notre propre esprit, et ce que nous appelons la conscience. Le programme Stargate, cependant, n'avait pas pour but d'enquêter. Il s'est contenté d'être utilisé à des fins militaires et d'espionnage. Mais même dans ce cas, une question se pose. Pourquoi un projet aussi révolutionnaire a-t-il été interrompu? Les détracteurs disent que la CIA et les services de renseignement ont constaté que les résultats étaient insatisfaisants et que tout cela pouvait n'être qu'une illusion due au climat de l'époque. Mais est-ce vraiment le cas? Si vous faites une recherche sur Internet, vous trouverez que c'est l'une des raisons les plus souvent mentionnées. Mais en réalité, les choses sont bien différentes, et ce sont les rapports même rédigés par les experts mandatés par le gouvernement américain pour évaluer les résultats du projet qui le disent. En 1995, le gouvernement a commandé une évaluation indépendante du projet Stargate à l'American Institute for Research. L'évaluation a été confiée à 2 scientifiques,
Jessica Utts et Ray Hyman. La docteure Jessica Utts a conclu que les capacités psychiques avaient été démontrées au-delà de tout doute raisonnable, tandis que le docteur Raymond Hyman a affirmé que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer de tels phénomènes. L'évaluation finale a déclaré que, malgré des résultats statistiques significatifs, il n'y avait aucune preuve que la vision à distance soit utile pour la collecte de renseignements opérationnels. Par conséquent, la CIA a fermé le projet Stargate. Avant d'approfondir ces conclusions, faisons une mise au point. Les expériences menées durant ces années l'ont été sous strict contrôle. On a beaucoup travaillé pour essayer de les rendre non seulement reproductibles en laboratoire, mais aussi pour créer un protocole précis à respecter. Le problème fondamental fut que, malgré le fait que les expériences donnaient des résultats incroyables et difficiles à contester, comme nous l'avons vu précédemment, les descriptions données par les agents étaient entachées de nombreuses erreurs et, en plus, elles n'étaient pas parfaitement reproductibles. Comme nous le savons, l'un des traits distinctifs de la science est la reproductibilité. Dans le cas des expériences de vision à distance, cela n'était pas possible. Pour expliquer cette situation, la docteure Jessica Utts fournit une réponse dans son rapport final. Peu de comportements humains sont parfaitement reproductibles sur demande. Par exemple, les meilleurs frappeurs des principales ligues de baseball ne peuvent pas frapper à la demande. Et nous ne pouvons pas prévoir quand quelqu'un frappera un coup de circuit. En fait, nous ne pouvons même pas prévoir si un coup de circuit aura lieu lors d'un match donné. Cela ne signifie pas que les coups de circuit n'existent pas. Les preuves scientifiques en statistique reposent sur la reproduction de la même performance ou relation moyenne sur le long terme. Un bon batteur de baseball n'aura pas exactement le même pourcentage de réussite à chaque match, mais il devrait être relativement constant sur le long terme. Il en va de même pour le fonctionnement psychique. Les niveaux de performance peuvent varier selon les individus et les conditions, tout comme au baseball. Ma dati soggetti con abilità simili testati in condizioni simili. Les résultats devraient être reproductibles à long terme. Dans tous les domaines de la science, les preuves fondées sur les statistiques proviennent de la comparaison entre ce qui s'est réellement passé et ce qui aurait dû se produire par hasard. Donc s'il est vrai que les résultats des expériences impliquant des agents individuels ne sont pas parfaitement reproductibles, pourquoi chaque expérience donnerait-elle des résultats différents ? Nous les analysons statistiquement, comme pour les performances d'un joueur de baseball, et nous verrons leur cohérence statistique. Et, comme le rappelle la professeure, les preuves fondées sur la statistique sont acceptées par la science. Mais alors, pourquoi le projet Stargate a-t-il été fermé ? Pour simplifier, on peut dire que le projet Stargate a été fermé parce que les erreurs rapportées dans les descriptions des agents ne rendaient pas les informations fiables à 100%. Et cela ne répondait pas pleinement à l'objectif pour lequel il avait été créé, qui était d'espionner et d'avoir la certitude des intentions et des actions de l'ennemi. De ces rapports ressort quelque chose de bouleversant. Les capacités démontrées par les agents qui pratiquent la vision à distance sont statistiquement certaines et réelles, même si elles ne sont pas reproductibles. De plus, la nature même de ces visions, pour lesquelles il existe un pourcentage d'erreurs, ne les rend pas idéales pour des opérations d'espionnage. Ceux qui ont assisté aux expériences ne doutent pas que les agents étaient capables de saisir des informations auxquelles ils n'auraient jamais pu avoir accès. La question porte donc sur l'utilité de cela à des fins militaires. Les deux rapports concluent également qu'il est nécessaire de continuer à enquêter dans ce sens. E approfondire ciò che sino ad ora è stato scoperto. Découvert. Nous devons encore apporter une dernière précision. Actuellement, nous savons que le projet a été fermé. Mais c'est ce que nous savons grâce à la documentation déclassifiée qui est devenue publique. Mais cela n'exclut pas que le projet existe encore sous un autre nom. Comme nous l'avons vu, le projet a en effet changé de nom à plusieurs reprises au cours de son histoire et de son existence. Très peu de personnes étaient au courant. Fait encore plus curieux, les protagonistes du projet ont poursuivi leurs activités. Comme par exemple Al Puthoff, qui a fondé l'Institut d'études avancées au Texas, et il a continué à collaborer en tant que consultant pour le gouvernement des États-Unis et pour des entreprises privées sur des questions liées aux technologies avancées et à la sécurité nationale. Ces dernières années, Puthoff est également devenu connu pour son implication dans la recherche sur les ovnis, et il a collaboré avec des organisations telles que To the Stars Academy of Arts and Science, un groupe qui comprend d'autres anciens responsables gouvernementaux et scientifiques
intéressés par l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Si, comme nous le disions, le projet Stargate avait principalement une finalité militaire, il est également vrai que tout ce qui a été découvert au cours de ces années soulève inévitablement des questions sur la nature de notre esprit et sur ce qu'est la conscience. Les protagonistes de la vision à distance que nous avons appris à connaître dans cette vidéo. Au fil des années, ils se sont consacrés à d'autres domaines du savoir humain, et grâce à leur capacité, ils ont exploré des aspects mystérieux et peu connus. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. En tant que scientifique, mon plus grand désir était de dire au monde que les capacités psychiques peuvent parfois produire des données d'une précision presque architecturale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous sommes certains qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez une vision plus complète de ce qu'a été le projet Stargate et de toutes les implications qu'il comporte pour la compréhension de ce que nous sommes réellement. Maintenant, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo et souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine histoire!